السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إونيفير. سنتكلم في هذا الفيديو عن النتائج التي سببته فيروس كورونا سواء على الموسم الدراسي أو كذلك على مجموعة من الأشياء الأخرى، فلا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناة فرح إونيفير. بالنسبة للمدارس في المنطقة الفرنكوفونية فسوف تتحول إلى اللون البرتقالي، ولكن هذا رغم أنها تتحول اللون البرتقالي بسبب ارتفاع العدوى في المناطق الفرنكوفونية مثل منطقة بروكسل وكذلك منطقة لاوالوني، إلا أن الوزيرة أكدت بأنه الحضور يبقى دائما كما كان. الحضور يبقى كما كان، ولكن إذا وجدت عدوى في داخل مدرسة وأغلقت هذه المدرسة سوف يضطرون إلى التدريس عن بعد. هذا ما أكدته الوزيرة، لأن كما قالت أن حضور التلاميذ شيء مهم لكي يكسب التلميذ معارف دراسية مهمة. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. الذي نسمع فيه وزيرة التعليم الابتدائي والثانوي تتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les écoles vont passer en code orange dès demain. On va tout de suite en savoir plus avec Tidiem Kouache. Tidiem, la ministre de l'Éducation Caroline Désir et les acteurs de l'école francophone veulent donc maintenir en fait la présence des élèves au cours. Tidiem, un code orange adapté, mais qu'est-ce que ça change en fait concrètement ? Eh bien François, en juin dernier, il avait été annoncé que si les écoles passaient en code orange, les élèves de la 3e à la 7e secondaire basculaient d'office dans un système d'enseignement hybride, c'est-à-dire une moitié de l'horaire à distance, à domicile, l'autre moitié de l'horaire à l'école. Aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'est de changer ces modalités du code orange, car il faut à tout prix privilégier le pédagogique, mais pour cela, il faut maintenir au maximum en présentiel les élèves à l'école, de la maternelle à la fin des secondaires, et donc l'hybridation des cours n'est plus automatique, mais les cours à distance pourront toutefois toujours s'organiser si nécessaire, par exemple en cas de quarantaine généralisée au sein d'une école, ou par exemple dans une classe, ou pour certains cours en particulier. Vraiment, ce sera au cas par cas pour une durée limitée de 15 jours renouvelable, et pour préserver cette présence des élèves au sein de l'école le maximum, ainsi que celle du corps enseignant, eh bien, il faudra encore renforcer certaines mesures sanitaires, comme par exemple le port du masque dans la salle des profs. Écoutez Caroline Désir, la ministre francophone de l'Éducation. On parle beaucoup de contamination dans les salles des profs. Malheureusement, ce sont des moments de pause. C'est comme dans le reste de la société. Dès qu'on a un relâchement des gestes barrières, on a plus de risques de contamination. Dans des équipes enseignantes, ça amène que beaucoup d'enseignants peuvent être placés en quarantaine au départ d'un cas de contamination d'un enseignant. Donc ce sont des moments où on doit absolument resserrer la vis, on doit être attentif. L'autre moment crucial, évidemment, sont les cantines, puisque là aussi, on ne peut pas manger en portant le masque, et donc on doit là aussi resserrer les mesures. On a mis de nouvelles mesures aussi, par exemple pour les cours d'éducation physique, l'usage des vestiaires et des choses comme ça. Merci Tidiem. Je vous propose d'aller prendre le pouls, comme on dit, dans une école. La situation est vraiment très compliquée. Il y a des élèves absents, des professeurs absents aussi. Et respecter les règles imposées, c'est pas toujours simple. Martin Bitterès, Guillaume Wolf. Dans cette école bruxelloise, on tente de maintenir le bateau à flot. La directrice ne compte plus ses heures, elle ne compte plus non plus les professeurs absents. L'hécatombe a commencé en maternelle. Alors les maternelles là pour le moment sont fermées, enfin il y a 2 classes en tout cas qui sont fermées parce que 2 instituts maternelles positives, mais boule de neige avec le tracing et compagnie, donc là quasi toutes nos instituts maternelles sont écartés. Cette directrice ne veut pas devoir fermer son école, mais pour elle les codes couleurs jaune, orange ou rouge qui étaient en discussion aujourd'hui ne l'aident pas du tout. Ça ne règle pas notre quotidien, vraiment pas. Ça risque de le compliquer encore et d'écarter encore plus de gens que de toute façon on ne sait pas remplacer. Donc voilà, c'est très simple. Donc c'est vrai qu'on va en arriver à devoir fermer des classes et de plus en plus, sauf si on a de la chance et que le personnel revient. Des professeurs absents en nombre, une charge de travail reportée sur les collègues, voilà le scénario dans plusieurs écoles. Alors un directeur Carolo a lancé une proposition, suspendre les cours dans toutes les écoles et maintenir une garderie dès lundi jusqu'à une semaine après la Toussaint. Pourquoi une suspension? Pour diverses raisons. La première, on réduit fortement la bulle du nombre d'élèves dans les écoles puisqu'on n'organise qu'une garderie. On peut faire un roulement avec les enseignants,
Donc les enseignants ne seront pas là tous les jours et pourront aussi, comme la ministre le voulait, se reposer ou se soigner ou se mettre en quarantaine. Suspendre les cours dans toutes les écoles n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. En revanche, au niveau local, les pouvoirs organisateurs peuvent le décider, comme ici à Ham-sur-Ornaline. Face à la montée des cas parmi la population, les cours seront suspendus dès lundi dans les 9 implantations communales. On s'est dit qu'une fermeture d'école, une semaine avant les congés de Toussaint, puis la semaine de Toussaint, puis les quelques jours qui ont été rajoutés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne pouvaient être que bénéfiques, puisque c'était une sorte de confinement quelque part obligé, ce qui nous permettait de voir et d'enrayer un petit peu cette circulation du virus. Partout en Belgique, le monde de l'enseignement veut éviter une fermeture brusque et totale des écoles, s'il est encore possible de l'éviter. وأمام الارتفاع الكبير الذي تعرفه بلجيكا حاليا سوف تنعقد اللجنة الاستشارية يوم الجمعة بعد أن أخذت تدابير صارمة الأسبوع الماضي. سوف تنعقد مرة أخرى أمام هذا الارتفاع الكبير للعدوى، فهناك من يدعو إلى العودة إلى الحجر مرة أخرى، ولكن ليس كنفس الطريقة التي كانت أولا في الموجة الأولى، ولكن بإغلاق بعض الأماكن وترك أخرى مفتوحة. وهناك من يدعو إلى فرض تدابير أخرى أكثر صرامة لمواجهة هذه الموجة الكبيرة، خصوصا أن المستشفيات الأطباء وكل العاملين بالمجال الصحي يعانون كثيرا، ويدعون الحكومة إلى اتخاذ قرارات تجنبهم عدم معالجة الآخرين الذين لا يعانون من فيروس كورونا، لأن مثلا في لياج أصبحت المستشفيات ملأى بمرضى كوفيد-19 ويخافون أن يهملوا المرضى الآخرين الذين مصابون مثلا بالسرطان أو مرض آخر. لذلك هم يدعون الدولة لاتخاذ قرارات جديدة لتجنب الارتفاع المهول الذي يؤكد بعض الخبراء بأن الارتفاع سوف يستمر في الأيام القادمة. لذلك اللجنة الاستشارية سوف تنعقد يوم الجمعة، وفي هذا الفيديو سوف نرى مجموعة من الأشخاص يتكلمون عن الموضوع وعن أهم الأمور التي سوف تناقشها هذه اللجنة لمواجهة العدوى الكبيرة التي انتشرت مؤخرا ببلجيكا. Doit être prise vendredi lors du fameux comité de concertation. Certains appellent le gouvernement à prendre des mesures plus strictes. Le mot reconfinement est d'ailleurs prononcé. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Les explications de Rachel Crivellaro. Des contaminations en hausse exponentielle, un système hospitalier au bord de la saturation. La situation inquiète toujours plus, au point pour certains de plaider aujourd'hui pour de nouvelles restrictions. Malheureusement, ça ne me réjouit pas, mais on va devoir prendre des mesures beaucoup plus strictes si nous voulons maîtriser ou en tout cas retrouver une maîtrise de la propagation du virus. En réalité, il faut un volume de mesures beaucoup plus important. Ça peut être par exemple le port du masque généralisé dans les centres urbains. Quand je me balade à Bruxelles, je vois une personne sur deux au moins qui n'a pas de masque. Ça doit être également le public dans les compétitions sportives. Instauration du couvre-feu, fermeture de l'Horeca, le dernier comité de concertation a pourtant déjà donné un sérieux tour de vis. Alors faut-il aller jusqu'à un reconfinement, à un nouveau lockdown ? Aujourd'hui, il faut savoir prononcer ce mot. Aujourd'hui, on doit parler de confinement, de reconfinement, car c'est le seul outil qu'on a devant nous. Alors, on ne doit plus se poser la question qu'est-ce qu'on doit fermer ? On doit se poser la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on laisse ouvert. Mais un reconfinement comme celui du printemps dernier est-il vraiment à l'ordre du jour ? À ce stade en tout cas, au sein du comité de concertation, pas grand monde n'y serait vraiment favorable. On va trouver une solution en tenant compte et en tirant les leçons du premier lockdown, c'est-à-dire du premier confinement, et voir un peu ce que nous pouvons faire au mieux pour stopper la propagation de l'épidémie sans arrêter l'activité de la société. Et donc, ce sont ces équilibres-là que nous allons chercher. Pour éviter un reconfinement, le comité miserait plutôt sur une approche chirurgicale, des mesures restrictives dans le sport, le commerce, la culture ou encore le port du masque. En fait, certains parleraient d'un reconfinement, mais en moins radical. Et on verra vendredi. Notre invité ce soir, l'immunologue Michel Goldman, professeur à l'ULB, membre de l'Académie royale de médecine. Michel Goldman, merci d'être là. Selon vous, est-ce qu'il faudrait un reconfinement ? Je pense qu'on n'évitera pas de renforcer les mesures. Est-ce que l'on ira jusqu'à un reconfinement total ? J'espère que non. Mais ce que je sais, c'est que si on devait y arriver, ce serait vraiment l'aveu d'un échec
collectif. Échec collectif voulait dire quoi? Pas uniquement ceux qui n'ont pas commis les gestes barrières? Certainement. Je pense que c'est un échec de nous tous et de notre incapacité à dépister et isoler les porteurs du virus qui entretiennent la chaîne de transmission. C'est une faute politique, ça? Je ne sais pas si c'est une faute politique. Je pense qu'on n'a pas eu tous les outils au bon moment pour le faire. Mais la situation, on y reviendrait, elle a changé aujourd'hui. Donc je pense que peut-être en agissant très vite, en utilisant de nouveaux outils tels que ceux qui ont été évoqués en Wallonie, à Liège, eh bien il y a sans doute moyen encore de limiter les tests dégâts. Salivaires, c'est ça? Les tests salivaires et d'autres tests rapides qu'on évoquera un peu plus tard, je pense. Mais quand vous dites des tests rapides, c'est par exemple, on pourrait aller chez son médecin généraliste et faire un test à ce moment-là? C'est pas, on pourrait, c'est possible aujourd'hui. Et les pays voisins, beaucoup de pays voisins sont en train d'organiser ce scénario. L'idée, c'est que vous êtes malade, vous allez voir votre médecin, il vous examine, il suspecte le Covid-19, il vous fait un frottis nasopharyngé et 20 minutes plus tard, il vous donne le résultat. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas encore ça en route alors? Ma question est peut-être naïve, mais qu'est-ce qui fait que ça ne se met pas en route pour l'instant? Ça ne se met pas en route parce que il est vrai que ces tests sont un peu moins fiables que les tests PCR classiques. Mais la plupart, en tout cas, des autorités scientifiques reconnaissent que l'immense majorité des patients symptomatiques infectés vont être détectés par ce test. On va en rater quelques-uns. Eh bien, ces quelques-uns, on pourra toujours les tester par les tests classiques. En attendant, on aura gagné beaucoup de temps et on aura épargné un grand nombre de tests PCR pour lesquels, comme vous savez, on est débordé aujourd'hui. Une question, teste plus pour l'instant les asymptomatiques. Est-ce que c'est pas une erreur magistrale? Écoutez, aujourd'hui, je comprends la décision qui a été prise parce que le système est complètement dépassé. Donc, on est amené à effectivement rencontrer la première priorité, c'est-à-dire soigner les malades. Et pour les soigner correctement, eh bien, il faut les détecter. Et donc, les tests sont réservés à ces malades-là. Le problème, c'est que le deuxième objectif, qui devrait être le même, qui est effectivement de repérer les porteurs du virus, même asymptomatiques, celui-là n'est plus rencontré. Et ça, on sait que c'est une mesure essentielle pour casser les chaînes de transmission. On le sait depuis la fin du 19e siècle. De tester justement les asymptomatiques, c'est ça? Exactement. Alors, une toute dernière question. Certains disent qu'il faut absolument faire respecter la quarantaine. Vous dites qu'il faut faire aussi une différence entre la quarantaine et l'isolement, mais c'est pas nécessairement facile de faire respecter cette quarantaine, y compris pour les autorités, y compris pour ceux qui doivent se mettre en quarantaine. Prenons les familles les plus défavorisées. Il n'y a pas nécessairement 2 chambres dans certains appartements. Alors, il y a 2 éléments. Je pense qu'il y a effectivement un élément de communication, d'expliquer aussi que l'isolement, c'est encore plus strict que la quarantaine. Alors, il faut l'expliquer, il faut expliquer pourquoi et démontrer que ça marche en particulier dans les pays asiatiques. L'autre élément, c'est qu'effectivement, cette maladie, à côté de tous les drames qu'elle engendre, est un vecteur d'inégalité. On est inégaux face au virus et le virus, c'est vrai, accroît ces inégalités, en particulier lorsqu'on est amené à imposer le confinement.